Le soir du Nouvel An, ma sœur m'a dit « On ne veut pas de toi ici ». J'ai vu toute ma famille célébrer sans moi. J'ai acquiescé et je suis parti. 10 minutes après, mon téléphone sonne. Ce que j'ai entendu a fait s'arrêter mon cœur. Je m'appelle Nathalie, j'ai 29 ans, et la majeure partie de ma vie s'est déroulée à regarder ma famille célébrer depuis la ligne de touche, espérant toujours qu'un jour on me ferait à nouveau une place. Le soir du Nouvel An, je me suis présenté devant la maison de mon père avec des cadeaux que j'avais économisés, chacun emballé avec soin, portant plus d'espoir que je ne voulais l'admettre. Je pensais qu'une nouvelle année pourrait signifier un nouveau départ. Mais quand la porte s'est ouverte, les yeux de ma sœur m'ont tout dit avant même que ces mots n'atteignent mes oreilles. Elle a levé les yeux au ciel vers moi comme si je n'étais rien. Et d'une voix assez froide pour piquer, elle a déclaré que je n'étais pas la bienvenue. Derrière elle, des rires et de la musique emplissaient la maison, ma famille levant ses verres sans même remarquer que j'étais dehors. Cette nuit aurait dû se terminer par mon départ dans la neige. Mais au lieu de cela, quelque chose s'est fissuré. Des secrets, des mensonges et des trahisons ont commencé à se dévoiler. Et ce que j'ai découvert après cet instant a changé tout ce que je croyais savoir sur eux et sur moi-même. Laissez-moi vous ramener au début. La neige tombait en flocons légers sur les rues tranquilles de Verdurette lorsque j'ai garé ma Citroën à un pâté de maison de la maison de mon père. L'horloge du tableau de bord indiquait 21h30. Mes paumes étaient moites contre le volant malgré le froid extérieur. Je suis resté un instant moteur tournant, fixant les rangées de lumière chaleureuse qui ornaient la maison de style Tudor qui m'avait autrefois semblé être la mienne aussi. Des rires s'échappaient faiblement dans la nuit, s'élevant au-dessus de la musique étouffée. J'avais emballé chaque cadeau avec des plis soignés et des rubans noués de la manière que ma mère m'avait enseigné, et j'avais choisi une bouteille de vin rouge suffisamment bonne pour ne pas être ridiculisée, mais pas extravagante non plus. Tout cela était soigneusement disposé dans un sac sur le siège passager. J'ai essuyé mes paumes sur ma robe. Elle était vert forêt à manches longues, la même que mon amie Sophie avait dit un jour mettre en valeur lors de mes yeux. J'avais attaché mes cheveux bruns en un chignon lâche sécurisé par une épingle en perles qui appartenait autrefois à ma grand-mère maternelle. Pendant des heures, j'avais hésité sur ma tenue, me disant de ne pas avoir l'air d'en faire trop, mais de ne donner à personne une raison de murmurer non plus. Je voulais que cette soirée soit placée sous le signe des retrouvailles, peut-être d'un nouveau départ alors que l'horloge approchait de la nouvelle année. Prenant mon courage à deux mains, j'ai attrapé le sac de cadeaux, je suis sorti dans le froid et j'ai marché sur l'allée déneigée, faisant crisser mes pas. La couronne sur la porte était ornée d'un ruban rouge énorme brillant sous la lumière du porche. J'ai ajusté les cadeaux dans mes bras et j'ai appuyé sur la sonnette. À l'intérieur, j'ai entendu la sonnerie familière résonner dans le hall, puis le bruit des pas. La porte s'est ouverte. Ma sœur, Rebecca, se tenait là, encadrée par la lueur du lustre derrière elle. Elle portait une robe argentée ajustée, ses cheveux blonds en vagues polies qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Pendant une demi-seconde, ses yeux ont tressailli de surprise. Puis son expression s'est durcie, comme toujours lorsqu'elle me regardait. « Nathalie » dit-elle d'un ton sec, mon nom ayant un goût amer dans sa bouche, son regard s'est posé sur le sac de cadeaux, puis sur mon visage. Elle a levé les yeux au ciel si brusquement que cela ressemblait à une gifle. « Nous ne te voulons pas ici. » J'ai gelé. Les mots sont restés suspendus dans l'air, perçant le son étouffé de la musique et des rires. Ma bouche est devenue sèche. J'ai dégluti et forcé ma voix à rester égale. Papa m'a invité. Rebecca s'est appuyée contre l'encadrement de la porte, parfaitement composée. Papa est occupé. Tout le monde est occupé. Va passer la nuit ailleurs. Elle a commencé à fermer la porte, mais j'ai aperçu au-delà de son épaule. La salle à manger était lumineuse, la longue table encombrée de plats et de verres levés en plein toast. Mon père était assis à la tête, penché en arrière dans un rire suite à quelque chose que l'oncle Frédéric avait dit. Allison et Bradley se penchaient l'un vers l'autre, faisant teinter leurs verres. Patricia se tenait près de la cuisine, essuyant ses mains avec une serviette, souriant faiblement. Ma grand-mère était au bout de la table, fragile, mais présente, ses cheveux épinglés dans son chignon habituel. Aucun d'eux n'a regardé vers la porte. Aucun d'eux ne m'a vu debout là. Le poids des cadeaux dans mes bras est devenu plus lourd. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai forcé mes lèvres à former quelque chose qui ressemblait à un sourire. Compris, ai-je murmuré. Les mots sont sortis rauques, presque engloutis par les acclamations venant de l'intérieur.
J'ai tourné les talons et suis redescendu les marches, l'air froid mordant mon visage. Des flocons de neige se sont posés sur mes cils et ont fondu en larmes que j'ai refusé de laisser tomber. Mes bottes ont crissé sur le trottoir tandis que je m'éloignais plus vite de la maison qui sentait encore le rôti et la cannelle. Au trottoir, j'ai tâtonné avec les clés, mes doigts raides. J'ai glissé sur le siège conducteur et j'ai fermé la porte, le silence de la voiture m'enveloppant. Ma respiration était rapide, embuant le pare-brise. J'ai laissé tomber le sac de cadeaux sur le siège passager. La broche pour grand-mère Martha, l'écharpe pour Rebecca, le livre de cuisine italien pour Patricia. Tous brillaient de manière moqueuse sous la lumière intérieure. Mon téléphone a vibré contre ma poche de manteau. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes. Le nom de Sophie illuminait l'écran. J'ai fixé l'écran, ma poitrine me faisant mal. Un instant, j'ai envisagé de répondre, d'entendre sa voix, de me laisser aller à la détresse, mais j'ai plutôt appuyé sur le bouton pour le faire taire. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête, serrant le volant si fort que mes jointures blanchissaient. À travers le pare-brise, j'ai attrapé un dernier aperçu de la maison. Les fenêtres luisaient, des ombres dorées bougeaient tandis que les gens riaient et célébraient. Minuit était encore à 2 heures, mais à l'intérieur de cette maison, la nouvelle année avait déjà commencé sans moi. J'ai tourné la clé, le moteur a vrombi, et j'ai laissé la voiture tourner au ralenti tandis que la neige s'épaississait sur la vitre. Je me suis dit de ne pas pleurer. Je me suis dit que je m'y attendais, que Rebecca ne me laisserait jamais vraiment entrer, mais la piqûre d'avoir été repoussée à la porte de mon père le soir du Nouvel An faisait plus mal que je ne l'imaginais. J'ai passé la vitesse, me suis éloigné du trottoir et j'ai regardé la maison rétrécir dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un flou de lumière contre la neige qui tombait. Quand j'étais enfant, le réveillon signifiait rester éveillé tard avec mes cousins pendant que grand-mère Martha versait du cidre pétillant dans des gobelets en plastique et nous racontait comment elle et papy dansaient jusqu'à l'aube. Je peux encore voir les guirlandes lumineuses dans le salon, l'odeur de ces biscuits au sucre emplissant la maison, et mon père me soulevant sur ses épaules au moment où le compte à rebours atteignait ses dernières secondes. À cette époque, j'appartenais à quelque chose. À cette époque, je faisais partie de quelque chose. Les souvenirs ont afflué alors que je conduisais sans but dans les rues enneigées cette nuit-là. Chaque virage semblait me rapprocher d'endroits qui me rappelaient ce que j'avais perdu. Il y avait l'ancienne patinoire où Rebecca et moi nous tenions autrefois à la rampe ensemble, riant en essayant de garder notre équilibre. Quelques pâtés de maisons plus loin, j'ai dépassé le parc où nous avions pique-niqué un été, courant après Bradley qui essayait de faire voler un cerf-volant trop lourd. Même à travers le brouillard du présent, ces images des temps plus simples me tiraillaient, douces et douloureuses à la fois. Tout a commencé à se défaire quand j'avais 12 ans. Ma mère, Linda, avait découvert des textos sur le téléphone de mon père provenant d'une femme nommée Patricia. La découverte a fait voler en éclats le peu qui restait dans notre maison. Le divorce qui a suivi a été laid, rempli de portes claquées et d'appels téléphoniques chuchotés que je n'étais pas censé entendre. Je me souviens être resté éveillé la nuit, écoutant ma mère pleurer dans la pièce voisine, serrant mon oreiller comme s'il pouvait me protéger. Quand les papiers ont été signés, mon père a emménagé dans une nouvelle maison à Verdurette avec Patricia. En quelques mois, ils se sont mariés. Je me souviens d'être resté debout devant l'église vêtu d'une robe d'occasion qui n'allait pas tout à fait, regardant mon père embrasser sa nouvelle épouse. Rebecca, déjà adolescente, se tenait fièrement à leur côté, tandis que je me sentais comme une figurante que personne ne voulait dans la photo. Ma tante Éléonore avait autrefois été la gardienne du côté de ma famille de mon père. Mais à mesure que Patricia s'installait, c'est Rebecca qui a repris ce rôle. Ma sœur avait toujours été soignée, confiante et prompte avec les mots. Elle s'est intégrée sans heurts dans cette nouvelle vie tandis que je rentrais avec maman dans notre appartement de 2 chambres à Saint-Amand, où chaque euro comptait. Maman prenait des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital, rentrant souvent après minuit, encore en tenue, les yeux lourds d'épuisement. Elle s'assurait que j'ai ce dont j'avais besoin, même si cela signifiait se priver elle-même. Quand je pense à la force, je pense à elle me portant à travers ces années. Pendant ce temps, chaque photo de famille de la maison de mon père ressemblait à un dépliant de magazine. Tenues assorties, voitures rutilantes dans l'allée, vacances dans des endroits que je ne voyais que sur des cartes postales. Je recevais encore des invitations au début. Anniversaire, quelques fêtes, bien qu'elles arrivaient souvent en retard ou ressemblaient plus à des obligations qu'à un accueil sincère. À 14 ans, je suis entré au dîner de Thanksgiving dans une robe pour laquelle j'avais économisé avec mon argent de babysitting.
Avant même que je puisse enlever mon manteau, Rebecca m'a regardé et a souri narquoisement. Tu as besoin d'argent pour une vraie robe, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. La pièce a gloussé poliment. Patricia a souri légèrement et a changé de sujet, mais l'humiliation m'a brûlé la poitrine. Au lycée, les invitations sont devenues de plus en plus rares. Nous pensions que tu serais occupé avec ta mère. Nous supposions que tu avais d'autres plans. Des excuses enveloppées dans la civilité mais acérées en dessous. En réalité, les plans n'ont jamais été le problème. C'était le message silencieux que je n'étais jamais vraiment désiré. Quand j'ai obtenu une bourse pour l'Université de Nouvelle-France, j'ai pensé qu'il me verrait peut-être enfin différemment. J'ai obtenu mon diplôme en graphisme, occupé des emplois à temps partiel pour couvrir ce que la bourse ne couvrait pas, et j'ai gardé la tête haute, sachant que chaque pas que je faisais était construit sur mes propres efforts. Mais même alors, je restais invisible. Le Noël après l'université a été le dernier auquel j'ai assisté. J'avais 23 ans, fraîchement diplômé, serrant des cadeaux que j'avais mis des semaines à m'offrir. Pendant 3 heures, j'ai répondu à des questions sur pourquoi j'avais choisi quelque chose d'aussi instable que le design plutôt que la médecine, comme Allison. J'ai souri à travers les comparaisons, mais quand je me suis glissé dans la cuisine pour prendre de l'eau, j'ai entendu Rebecca dire à Patricia qu'elle ne comprenait pas pourquoi papa continuait à m'inviter. Elle prétendait que maman m'avait aussi empoisonné contre eux. Aucune des deux ne l'a corrigé. Personne ne m'a défendu. Ce fut la nuit où j'ai arrêté de dire oui. Les années qui ont suivi ont été marquées par le silence. Mon père m'envoyait un texto pour mon anniversaire, parfois pour Thanksgiving, toujours brièvement. « Comment va le travail ?» demandait-il, comme si mes projets et mes nuits blanches n'étaient que des notes de bas de page. Il n'avait aucun intérêt à lire. Alors, quand son message est arrivé 3 semaines avant ce réveillon, j'ai figé. Il était simple, presque décontracté. Dîner à la maison à 15 heures. Grand-mère demande après toi. Ce serait bien si tu pouvais venir. Je l'ai fixé pendant un long moment, pesant l'espoir contre l'histoire. J'ai appelé maman. Chérie, dit-elle, tu sais, je soutiendrai ce que tu décides, mais protège ton cœur. Ils n'ont pas vraiment gagné ta confiance. J'ai mâché ces mots, déchirés entre la préservation de soi et la petite voix en moi qui aspirait toujours à l'appartenance. Grand-mère Martha vieillit, ai-je murmuré. C'est peut-être ma chance de la voir avant qu'il ne soit trop tard. Maman a soupiré, le genre de soupir qui vient d'années à regarder son enfant souffrir. N'oublie pas, tu as des gens qui t'aiment sans condition. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quelqu'un qui n'a pas gagné le droit de la donner. Je me suis accroché à cela, mais j'ai quand même appuyé sur oui sur mon téléphone quand papa a demandé si je pouvais venir. Je me suis dit que cette fois serait différente, que les gens changent, que peut-être la famille pourrait se recoudre lorsque le calendrier tournerait vers une nouvelle année. Ces souvenirs pesaient lourdement sur moi. Alors que je conduisais dans les rues tranquilles cette nuit-là, la neige s'épaississant sur le pare-brise, chaque lampadaire éclairait le passé, un millier de petites blessures qui m'avaient mené à ce moment d'être repoussé sur le pas de la porte. J'ai conduit devant le glacier où papa m'avait acheté une glace après l'entraînement de soccer, devant l'école primaire où Allison avait joué un ange dans la pièce de Noël tandis que j'étais assise au dernier rang à côté de maman, applaudissant trop fort juste pour être entendu. Chaque repère me rappelait à quel point j'avais été poussé hors de leur cercle. Quand j'ai atteint le bord de la ville, la route s'est ouverte sur un lac gelé, la surface poudrée de neige. Je me suis arrêté et j'ai coupé le moteur, le silence pesant sur moi. Mon souffle embuait la vitre tandis que je me penchais, pressant mon front contre le volant. Un instant, je me suis permise de me souvenir du son de la voix de grand-mère lisant dans la copie usée du Veille de Noël, le grondement de son rire, la façon dont elle me faisait toujours sentir que j'étais suffisante. C'était la tâche qui m'avait tiré ici ce soir. Et c'était la même attache qui me semblait maintenant effilocher au-delà de toute réparation. L'horloge du tableau de bord a passé 10 heures, chaque minute faisant écho à la vérité que je ne voulais pas admettre. J'avais été sotte de croire que les choses seraient différentes. J'étais toujours cette fille de 12 ans debout devant l'église regardant son père construire une nouvelle vie sans elle. Et peu importe combien de fois je me disais que j'étais plus forte maintenant, la douleur d'avoir été laissée pour compte n'avait jamais complètement disparu. Je suis resté là dans le noir, fixant le lac gelé, me demandant si j'avais eu tort d'espérer. Rebecca avait toujours été la star de notre famille, celle qui savait briller dans n'importe quelle pièce où elle entrait. Même quand nous étions enfants,
elle se tenait comme si elle était plus âgée que moi, plus importante d'une certaine manière. Et en tant qu'adulte, cet écart n'a fait que s'élargir. Elle travaillait comme directrice marketing chez Pharma Sterling, une entreprise au bureau de Vert-Rutilant à la périphérie de Port-Ouest. Son travail lui donnait un titre. Les gens respectaient un salaire qui lui permettait de louer une BMW argentée et une garde-robe remplie de robes ajustées qui semblaient annoncer son succès avant même qu'elle ne parle. En comparaison, mon travail de graphiste indépendante leur paraissait fragile. Je le savais à cause de la façon dont les yeux de mon père s'éteignaient quand j'expliquais un projet ou de la façon dont le sourire de Patricia devenait poli quand je mentionnais travailler à domicile. Ils adoraient se vanter des lancements de produits et des voyages de conférences de Rebecca. Je pouvais presque les entendre se demander quand j'allais abandonner mes petits projets stupides pour avoir une vraie carrière. Ce n'était pas seulement le travail que Rebecca utilisait pour tracer une ligne entre nous. Elle contrôlait aussi le chat de groupe familial, le fil numérique qui reliait les dîners, les fêtes, les anniversaires. Au début, j'ai pensé que c'était un geste gentil, sa façon de garder tout le monde organisé. Mais lentement, j'ai réalisé que ce qui apparaissait dans le chat et ce qui se passait réellement dans la famille étaient souvent deux choses différentes. Je me souviens d'un été où Allison a obtenu son diplôme de médecine. Je m'attendais à être invité. Après tout, elle était aussi ma cousine. Mais je n'ai jamais vu de message. Plus tard, Rebecca a prétendu en avoir envoyé un, et que je l'avais peut-être manqué. Quand j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux de tout le monde en tenue de cérémonie, j'ai connu la vérité. C'était le même schéma, encore et encore. Les messages disparaissaient. Les plans changeaient sans que je le sache. Quand j'ai demandé des nouvelles de Thanksgiving une année, Rebecca a envoyé un texto désinvolte disant que la famille supposait que j'étais avec maman. À une autre occasion, elle a prétendu m'avoir envoyé l'adresse d'un dîner, mais je ne l'avais jamais reçu. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement jusqu'au jour où je suis tombé sur une preuve irréfutable. C'est arrivé l'année dernière alors que je faisais défiler Facebook. Allison avait publié un album intitulé Thanksgiving à la maison. La photo montrait la salle à manger à verdurette, le même lustre brillant au-dessus, la table encombrée de plats, les cousins riant dans leurs pulls de fête. Mon père souriait à la tête de la table. Patricia avait sa main posée sur son épaule et là, dans le coin, se tenait Rebecca, téléphone à la main, visiblement celle qui avait pris certaines des photos. J'étais seul dans mon appartement ce soir-là, réchauffant des restes de pâtes, me convainquant qu'il n'y avait pas eu de dîner du tout. Ma poitrine s'est serrée en fixant ces photos, les commentaires remplis de félicitations et de cœurs de la part des amis. Pas une seule personne n'a demandé où j'étais. J'ai appelé maman ce soir-là, la voix tremblante de colère. Elle a essayé de me calmer, disant qu'il valait mieux passer du temps avec des gens qui m'appréciaient qu'à mendier des miettes à ceux qui ne le faisaient pas. Mais une partie de moi souffrait toujours, car la famille est censée vouloir votre présence. La famille est censée remarquer quand vous manquez. Rebecca ne s'est jamais excusée. Elle a balayé cela d'un rire, disant « Les réseaux sociaux ont fait paraître les choses plus importantes qu'elles ne l'étaient. » Pourtant, en arrière-plan, elle prenait soin de rappeler à tous sa position. Elle était l'organisatrice, la personne fiable, la fille sur laquelle papa pouvait compter. Parfois, je me demandais si mon père réalisait à quel point elle tenait fermement les rênes. Il semblait lui faire entièrement confiance. Quand j'étais près de lui, nos conversations ne duraient jamais longtemps, souvent pas plus que quelques questions polies. « Comment va le travail ?» demandait-il sans jamais demander dans quel projet je m'investissais. Puis il revenait à Rebecca, vantant sa dernière étape comme si elle était la seule enfant dans la pièce. J'ai ressenti la piqûre le plus vivement lorsque j'ai dépassé les tours de verre de Pharma Sterling en me rendant à une réunion client à Pont-Brise. Le bâtiment scintillait au soleil, et je pouvais imaginer Rebecca à l'intérieur, talons hauts, claquant sur les sols en marbre, ses collègues lui hochant la tête avec respect. Pendant ce temps, j'étais assise dans ma vieille Citroën avec mon sac d'ordinateur portable à côté de moi, me dirigeant vers un petit café où je présenterais des designs à une start-up qui avait à peine un budget. Pourtant, au fond, je savais que mon travail avait de la valeur. Les clients revenaient parce que j'écoutais, parce que je donnais vie à leurs idées avec soin. J'avais bâti une vie modeste à partir de rien, quelque chose dont j'étais fier, même si ma famille ne le voyait pas. Néanmoins, le contraste était impossible à ignorer. Le succès de Rebecca était étalé à chaque occasion tandis que le mien était écarté. C'était plus qu'une rivalité fraternelle. C'était la façon dont elle maniait cette image comme une arme,
rappelant à tous qu'elle appartenait au centre tandis que j'étais toujours sur le bord. La nuit de l'album Facebook d'Alison m'est restée en mémoire. Je me souvenais d'être assise dans le noir, parcourant les photos encore et encore, à la recherche d'une trace que j'avais comptée pour eux. Au lieu de cela, je n'ai trouvé que la preuve de la façon dont j'avais été complètement effacé. Rebecca était douée pour faire de sa version des événements la vérité. Si elle disait à papa que j'étais trop occupé pour venir, il la croyait. Si elle disait à Patricia que j'avais d'autres projets, cela devenait un fait. Elle était si certaine, si soignée, que personne ne pensait la remettre en question. C'est ce qui faisait le plus mal. Non seulement sa cruauté, mais le silence de tous les autres. Personne n'a décroché le téléphone pour me demander directement. Personne n'a dit « tu nous manques ». Il était plus facile d'accepter l'histoire de Rebecca que de tendre la main vers la mienne. En conduisant dans les rues enneigées après avoir été repoussé à la porte ce soir-là du Nouvel An, j'ai pensé à toutes ces fois. Chaque omission, chaque invitation disparue, chaque sourire narquois déguisé en inquiétude. Ce n'était pas aléatoire. C'était délibéré. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, la mâchoire serrée. Les lumières de la ville ont défilé et je pouvais presque entendre la voix de Rebecca dans ma tête, calme et dédaigneuse, disant à tout le monde que Nathalie avait choisi de ne pas venir, que Nathalie préférait passer son temps ailleurs, que Nathalie n'appartenait pas à cet endroit. La vérité était que j'avais toujours voulu appartenir. C'était la différence entre nous. Elle gardait les portes de notre famille comme si elle protégeait un royaume. Et moi, j'étais laissé aérer dehors, serrant des souvenirs d'une enfance où nous décorions l'arbre ensemble avant qu'elle ne décide que le cercle n'était pas assez grand pour deux sœurs. Des flocons de neige traversaient mon pare-brise, les essuie-glaces les balayant d'un rythme régulier. Ma poitrine brûlait d'un mélange de chagrin et de fureur. Quelque part à l'intérieur de cette maison lumineuse, mon père levait son verre pour trinquer à la nouvelle année. Rebecca à ses côtés, sa robe argentée captant la lumière. Et moi, je continuais de conduire sachant qu'elle avait encore une fois réussi à s'assurer que je n'étais nulle part sur la photo. J'avais essayé de me préparer de toutes les manières possibles pour cette nuit, me convainquant que l'effort pourrait adoucir les vieilles blessures. Des semaines avant le réveillon, j'avais commencé à choisir des cadeaux, chacun choisi avec une pensée attentive. Pour grand-mère Martha, j'avais trouvé une broche vintage dans une boutique d'antiquités à Saint-Amand, une qui me rappelait la pièce qu'elle avait perdue il y a des années. Pour Patricia, j'avais emballé un livre de cuisine rempli de recettes italiennes rustiques, car la dernière fois que nous avions parlé, elle avait mentionné vouloir apprendre les plats qu'elle avait goûtés à Rome. Pour papa, j'avais choisi un carnet en cuir avec ses initiales gravées sur la couverture. Il préférait toujours le stylo et le papier à tout ordinateur. Et même pour Rebecca, j'avais acheté une écharpe en laine douce dans une nuance de bleu que je pensais pouvoir faire ressortir ses yeux. L'emballage m'a pris des heures, lissant le papier et pliant les coins jusqu'à ce qu'ils soient alignés parfaitement. Maman disait toujours que la présentation était une forme d'amour, alors j'ai noué chacun avec un ruban et glissé une carte manuscrite sous l'arc. Dans ces notes, je n'ai pas écrit sur la douleur du passé. J'ai écrit à la place sur l'espoir, sur la façon dont cette nouvelle année pourrait être un tournant. Maman savait ce que je faisais. Bien sûr, elle n'a jamais essayé de m'arrêter, mais sa voix portait un avertissement lorsqu'elle a appelé la veille de Noël. « Chérie, dit-elle doucement. Ne mets pas ton cœur entre leurs mains à nouveau. Ils t'ont blessé auparavant. » Je lui ai dit que je comprenais, mais j'entendais l'inquiétude dans son souffle. « Grand-mère vieillit, lui ai-je rappelé. Je ne veux pas perdre ma chance de la voir. » Maman a marqué une pause, puis a murmuré qu'elle serait là pour moi, peu importe comment la nuit se déroulerait. Au milieu de tout cela, le travail m'attendait aussi. Je jonglais avec de petits projets indépendants depuis des mois, concevant des logos et des sites web qui permettaient de payer les factures. Juste avant le Nouvel An, un nouveau client avait pris contact, une petite start-up de bien-être basée à Nouvelleville. Leur courriel était bref mais plein de potentiel, faisant allusion à un contrat à long terme si mes designs les impressionnaient. J'ai répondu tard dans la nuit avec enthousiasme, joignant des échantillons de projets passés. Quand leur réponse est arrivée le lendemain matin, ils demandaient une proposition complète pour le 2 janvier. Cela ressemblait à une porte qui s'ouvrait, une chance d'accéder à quelque chose de plus stable. Cette possibilité m'a fait repenser à Rebecca. Je savais qu'elle avait des liens avec Pharma Sterling, un géant comparé à la petite entreprise qui m'avait contacté. Mais je savais aussi que toute carrière commence quelque part.
L'idée de faire mes preuves selon mes propres termes, de construire quelque chose qu'il ne pourrait pas écarter, m'a nourri alors que je finalisais mes brouillons de propositions entre l'emballage des cadeaux et la cuisson d'une tarte à apporter. Le matin du réveillon, je me suis réveillé avant l'aube, trop agité pour rester au lit. J'ai étendu ma robe sur la chaise, une simple robe pull verte que j'avais choisie des semaines plus tôt, et j'ai posé l'épingle en perles sur la commode. Le sac de cadeaux était près de la porte, empilé soigneusement avec du papier de soie dépassant de chaque sac. Mon appartement sentait légèrement la cannelle provenant de la tarte qui refroidissait sur le comptoir. En fin d'après-midi, la neige avait commencé à tomber, de minuscules flocons dérivant contre ma fenêtre. J'ai essayé la robe une fois de plus, j'ai changé d'avis 2 fois, puis j'ai finalement attaché mes cheveux et enfilé des bottes noires. La tarte étalée dans un contenant, les cadeaux sur la banquette arrière, et j'ai démarré la voiture avec un frisson de nervosité. La route a pris près d'1 heure. Les autoroutes étaient dégagées au début, mais se sont rétrécies lorsque j'ai approché de Verdurette, les maisons devenant plus grandes, les pelouses plus larges, les lumières plus vives. J'ai dépassé le bord de la ville où les bureaux de Pharma Sterling s'élevaient comme des montagnes de verre contre le ciel pâle. Un instant, j'ai pensé à Rebecca marchant dans ses couloirs, admirée et en sécurité, tandis que moi, je conduisais une voiture modeste vers une maison où je n'étais jamais vraiment la bienvenue. À mi-chemin du trajet, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Il disait simplement « Arrivez tôt si vous pouvez. Nous commençons bientôt. » Mon cœur a fait un bond. C'était peut-être papa. Peut-être Allison. J'ai tapé en retour pour demander qui c'était, mais aucune réponse n'est venue. Le silence m'a laissé mal à l'aise. Quand je me suis garé à Verdurette, la neige recouvrait les allées d'une poudre douce. Les maisons scintillaient avec des décorations lumineuses élaborées, des rennes lumineux sur des pelouses bien entretenues, et des couronnes brillantes sous les lumières du porche. La maison de papa n'était pas différente. Chaque fenêtre était éclairée, le toit délimité par des ampoules blanches. Des voitures bordaient l'allée, des modèles de luxe garés pare-choc contre pare-choc. J'ai doucement garé ma Civic sur la rue, me disant que ce n'était pas grave si la mienne avait l'air déplacée. Je suis resté assise quelques minutes avant de sortir, fixant les fenêtres où des ombres bougeaient, des verres levés. La musique flottait faiblement dans la nuit, le bourdonnement familier d'une fête déjà en cours. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais ce n'était que Sophie m'envoyant une série de cœurs et un rappel qu'elle était à 10 minutes si j'avais besoin d'elle. Je lui ai promis que j'irais bien, cependant. La boule dans mon estomac racontait une autre histoire. Rassemblant les sacs et la tarte, j'ai marché lentement vers la maison. Des flocons de neige ont effleuré mes cils, l'air piquant contre mes joues. Chaque pas semblait plus lourd, comme si je portais non seulement des cadeaux, mais des années d'invisibilité. À la porte, j'ai marqué une pause, réajusté le poids dans mes bras et j'ai appuyé sur la sonnette. À l'intérieur, la sonnerie a résonné. Les rires ont gonflé. Ma poitrine s'est serrée. Pendant un battement de cœur, j'ai imaginé papa se précipiter pour ouvrir la porte, son visage s'illuminant quand il m'a vu. J'ai imaginé grand-mère Martha repousser sa chaise pour m'accueillir. Je me suis permis d'espérer juste assez longtemps pour entendre le bruit des pas se rapprocher de l'autre côté de la porte. Le bouton a tourné, la porte a grincé, et une ombre est tombée sur la lumière qui se répandait sur le porche. J'ai stabilisé ma respiration, me préparant à ce qui m'attendait. Le visage de Rebecca fut la première chose que j'ai vue. Son expression s'est figée en quelque chose qui semblait presque ennuyé. Elle s'est appuyée contre l'encadrement de la porte, sa robe argentée brillant dans la lumière derrière elle. Ses yeux ont parcouru ma personne, le porte-arc dans une main, et les sacs de cadeaux suspendus à mon bras. Pendant la plus brève seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait s'écarter, que peut-être elle se souviendrait des années où nous partagions une chambre et nous chuchotions dans le noir. Au lieu de cela, elle a soupiré, a levé les yeux au ciel, et a dit dans cette voix courte qui tranchait plus fort que n'importe quelle lame, « Nous ne te voulons pas ici. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite par la franchise, par la certitude froide de ses paroles. Les sons des rires et de la musique tourbillonnaient depuis la salle à manger, les voix s'élevant dans le compte à rebours jusqu'à minuit. J'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est fermée. Les mots se logeaient quelque part trop profondément pour être atteints. Rebecca a changé de poids, une main manucurée posée sur la porte comme pour la claquer sur mon visage. Derrière son épaule, j'ai aperçu la famille rassemblée, plats empilés, vert teintés. La tête de mon père était rejetée en arrière dans un rire suite à quelque chose que l'oncle Frédéric avait dit.
Patricia se déplaçait entre la table et la cuisine avec une aisance pratiquée. Allison se penchait près de Bradley, souriant à quelque chose que seul lui pouvait entendre. Grand-mère était assise au bout de la table, le dos droit, son visage éclairé par la lueur du lustre. Personne ne s'est retourné. Personne ne m'a remarqué debout dehors avec la neige s'accumulant dans mes cheveux. Mes bras me semblaient faits de plomb. Le poids des cadeaux autrefois choisis avec espoir est devenu insupportable. Mes lèvres ont tremblé, mais je les ai forcées à former un petit hochement de tête. Compris, dis-je, à peine audible. La bouche de Rebecca s'est retroussée en quelque chose qui ressemblait à de la victoire tandis qu'elle poussait la porte pour la fermer. Le loquet a cliqué, me scellant à l'extérieur, ne laissant que l'écho de mon propre souffle dans l'air glacial. J'ai marché lentement dans les marches, mes bottes crissant contre l'allée déneigée. La neige tombait plus fort, atterrissant froid sur mes joues, piquant contre une peau déjà irritée par l'humiliation. Au trottoir, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber les clés. Quand j'ai finalement glissé dans le siège du conducteur, j'ai placé les cadeaux sur le côté passager avec un tude et j'ai serré le volant, mes jointures devenant blanches. Un instant, je suis juste resté assise là, fixant les fenêtres lumineuses. À travers le rideau, j'ai vu l'ombre de ma grand-mère lever la main vers la vitre comme si elle allait la repousser. Puis elle a disparu, perdue à nouveau dans le tourbillon des silhouettes autour de la table. Ma poitrine s'est serrée si douloureusement que j'ai appuyé un poing dessus, essayant de respirer. Le téléphone a vibré dans ma poche, me surprenant. Le nom de Sophie a éclairé l'écran. J'ai glissé rapidement, sa voix se précipitant dans le silence. « Es-tu entré ?» demanda-t-elle. « Ça s'est bien passé ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que je parvienne enfin à dire « Ils ne m'ont pas laissé entrer ». Son choc fut instantané, sa voix s'élevant. « Qu'est-ce que tu veux dire, ils ne t'ont pas laissé entrer ?» Rebecca m'a dit de partir, ai-je murmuré. Elle a dit qu'ils ne me voulaient pas là. Ils étaient déjà à table, déjà en train de célébrer. Papa n'a même pas levé les yeux. Sophie a juré à voix basse. J'arrive tout de suite. Où es-tu garé? Non, dis-je rapidement, essuyant les larmes qui avaient glissé sur mes joues sans permission. Ne viens pas. J'ai juste besoin d'une minute. Nathalie, dit-elle fermement, sa voix portant le poids de nos années d'amitié. Tu ne mérites pas ça. Je sais, dis-je, bien que les mots sonnaient creux. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse discuter, posant le téléphone face contre terre sur le siège. Le silence a rempli la voiture, rompu seulement par le tic-tac du moteur. Je voulais hurler, frapper le volant, exiger des réponses d'un monde qui semblait déterminé à me rappeler que j'étais remplaçable. Au lieu de cela, je suis resté assise là et j'ai laissé les sanglots venir, aigus et irréguliers, jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal. À travers le flou des larmes, j'ai jeté un coup d'œil aux cadeaux empilés à côté de moi. La broche pour grand-mère, le carnet pour papa, l'écharpe pour Rebecca. Tous me narguaient maintenant, symbole de ma naïveté à croire que la gentillesse pourrait combler le fossé. Des phares ont clignoté dans le rétroviseur. De l'autre côté de la rue, dans la lumière chaude de son salon, la voisine de papa, Catherine, regardait par sa fenêtre. J'imaginais qu'elle attrapait déjà son téléphone, prête à partager avec le voisinage que la plus jeune fille de Jacques Cooper s'était présentée sans y être invitée, pour ensuite être repoussée. La honte a brûlé mon visage plus fort que le chauffage soufflant contre mes jambes. J'ai tourné la clé et j'ai doucement mis la voiture en marche. Mes pneus ont crissé sur la neige alors que je m'éloignais du trottoir, la maison rapetissant derrière moi. Je voulais distancer l'image d'eux riant sans moi. Le son de la voix de Rebecca me claquant la porte comme un portail fermé. Les rues ont défilé alors que je conduisais sans but, les phares découpant l'obscurité. La colère se mêlait au chagrin dans ma poitrine, lourde et implacable. Chaque offense que j'avais jamais subie s'est ajoutée à ce moment. Les souvenirs des fêtes passées à attendre des invitations qui n'arrivaient jamais, des excuses qui expliquaient mon absence jusqu'à ce que même moi je commence à me demander si j'appartenais à cet endroit. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main, me forçant à respirer régulièrement. Je ne pouvais pas laisser Rebecca me voir brisée, même si elle ne saurait jamais que je pleurais dans la voiture dehors. Je ne pouvais pas la laisser gagner comme ça. J'ai conduit pendant des pâtés de maison avant de réaliser que je n'avais aucune destination. La neige recouvrait les rues, étouffant le monde, ne laissant que le vrombissement du moteur et le battement de mon cœur.
Mon téléphone a vibré à nouveau. Des messages de Sophie illuminant l'écran, mais je ne pouvais pas me résoudre à les lire. Pas encore. Tout ce que je savais, c'est que je devais continuer à m'éloigner de la maison où j'avais été congédié, comme si je n'étais rien. La nuit s'étirait devant moi, vide et incertaine, tandis que je serrais plus fort le volant et que je laissais l'obscurité m'engloutir. À l'intérieur de cette maison chaleureuse, la célébration se poursuivait comme si rien ne s'était passé à la porte d'entrée. Rebecca est revenue dans la salle à manger, les épaules carrées, un sourire habituel sur ses lèvres. Elle s'est glissée sur sa chaise comme si elle n'était allée qu'à la cuisine pour vérifier le four. Papa a levé son verre vers elle et lui a demandé si tout allait bien. Elle a hoché la tête, les yeux étincelants d'un mensonge, et a dit à table que je l'avais appelée plus tôt pour dire que j'étais trop occupé, que j'avais choisi de passer la soirée avec maman. Le cliquetis des couverts a rempli la pièce à nouveau, les conversations reprenant comme si ces mots avaient réglé l'affaire. Patricia a offert plus de pommes de terre à l'oncle Frédéric, qui a hoché la tête avec approbation. Allison et Bradley ont échangé des regards à travers la table, un éclair de doute passant entre eux. Grand-mère Martha a fait une pause avec sa fourchette en l'air, ses yeux perçants se plissant vers Rebecca avant qu'elle ne la repose avec un calme délibéré. Papa s'est penché en arrière sur sa chaise, satisfait de l'explication de Rebecca, et est revenu à ses rires. Il avait toujours été prompt à la croire, à penser que sa confiance polie signifiait qu'elle savait mieux. Je pouvais presque l'imaginer écarter le léger pli d'inquiétude qui traversait le visage de Patricia lorsqu'elle regardait vers la porte. Grand-mère s'est éclairci la gorge. Ce n'était pas fort, mais cela a percé les bavardages. Elle a fixé Rebecca, sa voix douce mais assurée. Cela ne ressemble pas à Nathalie. Rebecca a cligné des yeux, son sourire vacillant une seconde avant qu'elle ne se reprenne. La pièce est devenue silencieuse au mot petit, suspendue dans l'air plus lourdement qu'un toast. Allison a bougé sur sa chaise, fixant son assiette. Bradley tapotait sa fourchette contre son verre, distraitement, les yeux fixés sur Rebecca avec la plus légère trace de désapprobation. La main de grand-mère tremblait lorsqu'elle a attrapé son verre d'eau. Elle l'a reposé intact et a regardé directement papa. « Jacques, dit-elle, son ton plus tranchant maintenant. As-tu eu de tes nouvelles de Nathalie toi-même » Papa fronça les sourcils, pris au dépourvu, et secoua la tête. « Non, Rebecca nous l'a dit. »« Alors tu aurais dû appeler grand-mère, » répondit-elle. Sa voix avait gagné en force, chaque mot tombant comme une pierre dans le silence. « Tu aurais dû lui demander. » Un instant, papa a semblé sur le point de contester, mais le poids du regard de sa mère l'a réduit au silence. La pièce s'est agitée inconfortablement. Patricia a plié sa serviette, ses lèvres pincées. Allison a finalement parlé, sa voix prudente. « J'ai essayé d'appeler Nathalie la semaine dernière, mais le numéro que j'ai doit être ancien. » Elle n'a jamais répondu. Rebecca a coupé rapidement, impatiente de détourner l'attention. Elle change de téléphone tout le temps. Difficile de suivre. Bradley a haussé les sourcils, non convaincu. C'est étrange, dit-il lentement. J'ai vu son nouveau travail de design en ligne il y a quelques jours. On aurait dit que c'était le même numéro lié à son profil. La mâchoire de Rebecca s'est serrée, mais elle a forcé un autre sourire. Tu sais à quel point ces choses peuvent être peu fiables. La conversation a glissé vers des sujets plus sûrs, mais la tension persistait comme une ombre. Grand-mère a gardé les yeux sur son assiette, sans toucher à la nourriture. L'éclat du lustre scintillait contre sa broche, une qui ressemblait tant à celle que j'avais choisie pour elle, assise inutilement dans le sac sur le siège de ma voiture. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la cour, tandis qu'à l'intérieur, la famille riait et mangeait comme si rien n'avait fissuré la surface. Pourtant, sous ces rires, il y avait un malaise. Un petit fil de doute avait été tiré, et peu importe combien Rebecca essayait de le lisser, les bords commençaient à s'effilocher. Patricia s'est levée pour débarrasser les assiettes, ses mains stables, mais son visage pâle. Alors qu'elle passait derrière la chaise de grand-mère, elle a posé une main douce sur son épaule. Grand-mère a levé la main et l'a tapotée, mais ses yeux n'ont jamais quitté Rebecca. Plus tard dans la soirée, alors que l'horloge s'approchait de minuit, papa s'est levé pour porter un toast. Il a parlé de la famille, des bénédictions d'une autre année passée ensemble, de combien il était fier d'eux tous. Les verres se sont levés, les sourires sont revenus. Mais la main de grand-mère est restée à plat sur la table. Son verre intact,
son expression solennelle. Rebecca s'est penchée vers Allison, chuchotant quelque chose de trop bas pour que les autres entendent. Allison a hoché la tête poliment, mais ses yeux ont jeté un coup d'œil vers la porte comme si elle s'attendait à ce que j'apparaisse à tout moment. Grand-mère a rompu son silence une fois de plus avant que le toast ne se termine. Je demanderai moi-même à Nathalie demain, dit-elle simplement. Sa voix a porté par-dessus les verres qui tintent, calme mais inébranlable. Rebecca s'est figée, son sourire rigide. Les mots atterrirent comme une promesse, une qu'elle ne pouvait pas masquer avec son charme habituel. Minuit approchait, mais sous le clinquant et la chaleur de cette salle à manger, l'air avait changé. Le mensonge avait été prononcé, et peu importe combien Rebecca l'avait soigneusement emballé, la première fissure avait été entendue. J'ai conduit jusqu'à ce que les lumières de verdurette se fondent dans la nuit enneigée, et la colère dans ma poitrine a fait place à une sorte d'épuisement creux. Les essuie-glaces frappaient à un rythme régulier alors que je dépassais des magasins sombres et des maisons silencieuses. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je ne pouvais pas supporter de retourner à mon appartement avec des cadeaux encore posés sur le siège passager, chaque ruban un rappel de mon statut de personne non désirée. Les rues se sont ouvertes près du bord de la ville, où le centre communautaire de la Rive se dressait, une vieille église en briques transformée en lieu de rassemblement. Ses fenêtres luisaient d'une lumière chaude, et des voitures étaient dispersées sur le parking. J'ai ralenti, instinctivement, attiré par le son des rires qui s'échappaient faiblement dans l'air froid. Mes yeux ont capté une bannière peinte à la main près de la porte qui disait « Dîner du Nouvel An ». Je me suis garé et je suis resté assise un instant, le moteur ronronnant sous moi. Le sac de cadeaux pesait lourd à côté de moi, lourd de rejet. Peut-être, ai-je pensé, qu'il pouvait encore compter pour quelqu'un. Je les ai pris dans mes bras, je suis sorti dans l'air vif et j'ai marché vers l'entrée. Des flocons de neige se sont accrochés à mon manteau alors que la porte s'ouvrait, tenue par une femme aux cheveux gris bouclés et un pull rouge vif. On dirait que le Père Noël a eu besoin d'un coup de main, dit-elle avec un sourire qui atteignait ses yeux. J'ai réussi un petit rire en me présentant et j'ai expliqué que j'avais des cadeaux que je voulais donner. Elle s'appelait Rachel, la coordinatrice des bénévoles. Elle m'a fait entrer où l'odeur de dinde rôtie et de tarte aux pommes flottait dans le hall. De longues tables étaient dressées, remplies de personnes de tous âges. Certains portaient des manteaux lourds qui semblaient avoir vu trop d'hiver. D'autres avaient les visages fatigués de ceux qui portaient des fardeaux trop lourds pour la célébration. Pourtant, il y avait des rires ici et le genre de convivialité que je cherchais toute la soirée. Rachel a applaudi quand elle a vu les sacs. « Arrivée parfaite », dit-elle. « Nous manquions de cadeaux cette année, et ceux-ci aideront plus que vous ne le pensez. » Elle les a posés sur une table près d'un modeste sapin de Noël décoré de boules faites à la main, puis m'a demandé si je voulais rester pour le dîner. J'ai hésité un instant avant de hocher la tête. En fait, si vous avez besoin de mains supplémentaires, je peux aider. Son sourire s'est élargi alors qu'elle me tendait un tablier imprimé de canne à sucre. Vous êtes plus que bienvenue. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai versé de l'eau, porté des assiettes et coupé de la tarte. J'ai rencontré une jeune mère nommée Lily qui avait 2 enfants qui tiraient sur ses manches. Elle m'a dit qu'elle avait quitté un mariage abusif 3 mois plus tôt et qu'elle recommençait dans une ville où elle ne connaissait personne. J'ai écouté lorsqu'elle parlait, sa voix vacillante mais assurée, et j'ai senti ma propre douleur se déplacer vers la perspective. À une autre table était assis Harold, un vétéran d'une bonne 60aine d'années avec des yeux gentils et un sourire buriné. Quand j'ai rempli sa tasse de café, il m'a tapoté la main et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si triste. Les mots me sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Je lui ai parlé d'avoir été repoussé à la porte de mon père, des années passées à être mise de côté, de la douleur de vouloir appartenir. La famille, c'est soit ceux de qui tu es né, soit ceux que tu choisis, dit-il doucement. Il me semble que tu fais de bons choix ce soir. Ces mots se sont enfoncés profondément, dégelant quelque chose en moi qui était gelé depuis que Rebecca avait claqué la porte au nez. J'ai regardé autour de la salle les étrangers partageant nourriture et rire, et j'ai réalisé que je me sentais plus bienvenu ici que je ne l'avais été depuis des années avec mon propre sang. Alors que je portais un autre plateau de tarte, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Mes joues étaient rougies par la chaleur intérieure, mes cheveux défaits autour de mon visage, et pour la première fois cette nuit, je n'avais pas l'air brisé. J'avais l'air présente, vivante. Près de minuit, les tables bruissaient d'anticipation. Quelqu'un a sorti des sifflets en papier et des gobelets en plastique remplis de cidre pétillant. Rachel se tenait près de l'avant, remerciant tout le monde d'être venu, sa voix pleine de chaleur.
J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Me souvenant à quel point j'avais désiré entendre ces mots de ma propre famille. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, m'attendant à un autre message de Sophie, mais l'écran s'est allumé avec un nom que je ne reconnaissais pas. C'était papa. 3 appels manqués, puis un autre arrivant. Mon estomac s'est tordu en le fixant, figé sur place avec la cuillère à tarte toujours dans ma main. Rachel a remarqué mon hésitation. « Tu peux le prendre dans la pièce à côté si tu as besoin d'intimité, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, m'éloignant en appuyant sur répondre. La voix de papa a éclaté, frénétique et irrégulière. Nathalie, Dieu merci, dit-il. Où es-tu? J'ai figé, incapable de trouver mes mots. Pourquoi ai-je réussi? Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Il y a eu une urgence, dit-il, son souffle lourd. C'est grand-mère. Sa tension artérielle a monté en flèche. Les ambulanciers sont là. Elle demande après toi. La pièce autour de moi est devenue floue, les voix et les rires s'estompant dans le silence. Ma main s'est serrée autour du téléphone, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai murmuré que j'étais déjà en route, attrapant mon manteau, sachant déjà que toute douleur que je portais devrait attendre. Grand-mère avait besoin de moi. Je me suis précipité hors du centre communautaire dans la neige qui tombait. Le téléphone toujours pressé contre mon oreille. Mon souffle sortait en nuages nets alors que je demandais à papa quel hôpital il prenait. Il a nommé Saint-Vincent, le même hôpital où maman travaillait la nuit, et ma poitrine s'est serrée. J'ai promis que j'étais en route et j'ai raccroché avant que ma voix ne trahisse la panique qui montait en moi. Sophie était déjà dehors en train d'attendre dans son manteau rouge, sa voiture tournant au ralenti au trottoir. Elle avait dû venir en voiture en voyant que je ne répondais pas à ses messages. Elle a baissé la vitre et a appelé mon nom, son visage plein d'inquiétude. J'ai glissé sur le siège passager, les mains tremblantes. Grand-mère est malade, dis-je rapidement. Les ambulanciers l'emmènent à Saint-Vincent. Sophie a appuyé sur l'accélérateur sans hésiter, guidant la voiture dans les rues glissantes. La neige s'était accumulée le long des trottoirs, et les phares se reflétaient sur le trottoir glacé. J'ai pressé mes paumes ensemble dans mon giron, murmurant sous ma respiration qu'elle devait aller bien, que je ne pouvais pas la perdre maintenant. Le trajet a semblé interminable, bien que ce fût moins de 15 minutes. Je n'arrêtais pas de voir le visage de grand-mère dans mon esprit, la façon dont elle me regardait toujours, comme si je comptais, comme si ma parole valait la peine d'être entendue, même quand personne d'autre ne le pensait. Ma poitrine me faisait mal à l'idée de ne pas avoir beaucoup de temps avec elle. Quand nous nous sommes arrêtés sur le parking de l'hôpital, des lumières rouges et bleues clignotantes éclairaient l'entrée. Une ambulance était garée au trottoir, ses portes arrière ouvertes alors que les ambulanciers descendaient une civière. J'ai reconnu immédiatement la silhouette sous la couverture. Les cheveux blancs de grand-mère encadraient son visage pâle sous le masque à oxygène. Papa se tenait à proximité, ses cheveux poudrés de neige, son expression frénétique. Il s'est précipité vers moi alors que je sortais de la voiture, sa voix se brisant. « Nathalie, Dieu merci, tu es venue. Elle demande après toi sans arrêt. » Je l'ai dépassé et me suis hâté vers la civière. Les yeux de grand-mère ont cligné ouverts quand j'ai tendu la main pour saisir la sienne. Elle était froide, fragile, mais elle a serré mes doigts avec une force surprenante. « Tu es venue » a-t-elle murmuré. Sa voix était étouffée par le masque. « Bien sûr que je suis venu, dis-je, les larmes me piquant les yeux. Je ne te quitterai pas. » Les ambulanciers l'ont poussé à l'intérieur. Et je suis resté à ses côtés, ne lâchant jamais sa main. Sophie a suivi silencieusement derrière, sa présence stable comme une ancre. Papa nous a suivis, tâtonnant avec son téléphone, appelant Allison et Bradley pour leur dire où les retrouver. Dans le service des urgences, le personnel se déplaçait rapidement, vérifiant sa tension artérielle, ajustant l'oxygène. Je me tenais contre le mur, me sentant à la fois encombrante et incapable de m'écarter. Le regard de grand-mère continuait de me trouver, ses yeux doux de soulagement, même lorsque les moniteurs bipaient autour d'elle. En une demi-heure, Allison s'est précipitée, toujours en manteau. Son stéthoscope pendait à son cou. Elle ressemblait en tout point au médecin qu'elle était en train de devenir. Elle a jeté un coup d'œil au dossier de grand-mère puis à moi. « Le médicament aide, dit-elle, sa voix calme, mais sérieuse. Sa tension artérielle se stabilise,
mais elle a besoin de se reposer. Papa s'est effondré sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Bradley est arrivé quelques minutes plus tard, faisant les 100 pas près de la fenêtre, le téléphone serré comme s'il attendait de mauvaises nouvelles. Patricia est entrée silencieusement après, son mascara coulé, ses mains serrant la sangle de son sac à main. La porte s'est ouverte à nouveau, et Rebecca est entrée, ses talons claquant contre le carrelage. Elle s'est arrêtée net quand elle m'a vu debout là, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demanda-t-elle, sa voix cinglante. La pièce est devenue silencieuse. Même l'ambulancier qui rédigeait son rapport s'est arrêté. Papa a levé les yeux, le visage défait. « Elle a tout à fait le droit d'être ici », dit-il d'une voix rauque. « Elle est de la famille. » Le regard de Rebecca m'a transpercé comme de la glace. « Après tout ça, après qu'elle ait refusé notre invitation, tu la laisses rester ici comme si elle faisait partie des nôtres ?» J'ai senti la chaleur monter à mon visage, la colère s'élevant dans ma poitrine. « Je n'ai jamais refusé, dis-je, ma voix tremblant de fureur. C'est toi qui m'as repoussé. » Rebecca a ouvert la bouche, mais la voix de grand-mère, faible mais claire, a tranché la tension. « Assez. » La pièce s'est calmée. Grand-mère a bougé légèrement, sa main serrant la mienne plus fort. « Plus de mensonges ce soir. » Ces mots n'ont laissé aucune place à la contestation. Papa a baissé la tête. Patricia s'est détournée, pressant un mouchoir sur ses yeux. Allison s'est rapprochée du lit, la mâchoire serrée, son regard faisant des allers-retours entre nous. Grand-mère a soulevé son masque juste assez pour parler à nouveau. « La famille ne se construit pas sur des mensonges, dit-elle doucement. Si nous ne pouvons pas dire la vérité, alors nous n'avons rien. » Sa force à cet instant, même si son corps s'affaiblissait, a réduit au silence toute protestation. Le visage de Rebecca est devenu rouge, mais elle n'a rien dit. Ses lèvres se sont pincées en une ligne mince. Je suis resté là, la main de grand-mère dans la mienne, mon cœur battant, le poids des années de silence pesant sur moi. Quelque chose avait changé. Les mensonges qui m'avaient tenu à l'écart étaient enfin en train de se dénouer, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le couloir à l'extérieur de la chambre de grand-mère semblait lourd de tension. Rebecca faisait les 100 pas près du distributeur automatique, ses talons claquant de colère contre le linoléum tandis que papa était affalé sur une chaise en plastique, les coudes sur les genoux. Patricia chuchotait à Allison, ses mains tremblantes comme si elle voulait maintenir la famille unie par la seule force de sa volonté. Je suis resté près de la porte de grand-mère, écoutant le bip régulier du moniteur à l'intérieur, chaque son un rappel qu'elle était toujours avec nous. Rebecca s'est soudainement tournée vers moi, sa voix assez aiguë pour trancher le silence. J'ai senti la colère monter comme un feu dans ma poitrine. Traiter cette famille, ai-je répété, ma voix tremblante. Tu m'as claqué la porte au nez ce soir. Tu t'es assuré que je manque des années de dîner, de fêtes, d'anniversaires. Ne retourne pas ça contre moi. Elle a croisé les bras, ses yeux froids. Tu joues toujours la victime. Si tu t'étais présentée, si tu avais fait plus d'efforts, tu aurais été incluse. J'ai ri amèrement. Le son étranger même à mes propres oreilles. Essayez plus, Rebecca ? J'étais sur le porche avec des cadeaux dans les bras quand tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue. À quel point aurais-je pu essayer plus fort ? Bradley, qui était appuyé contre le mur, a finalement parlé. Sa voix était basse mais portait du poids. J'ai vu le travail de Nathalie en ligne la semaine dernière. Elle a travaillé sans relâche pour construire quelque chose à partir de rien. Ce n'est pas elle qui a fait défaut à cette famille. Le visage de Rebecca s'est crispé. Tu ne connais pas toute l'histoire, a-t-elle répliqué sèchement. Allison a croisé les bras, son regard fixe. Alors raconte-nous, Rebecca, dit-elle. Dis-nous pourquoi Nathalie n'a jamais vu les invitations, pourquoi son numéro a soudainement cessé de fonctionner pour nous tous. Rebecca a hésité, ses lèvres s'ouvrant et se refermant. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'infirmière est entrée dans le couloir. Une seule personne à la fois avec elle, s'il vous plaît, dit gentiment l'infirmière. Elle a besoin de repos. La voix de grand-mère a porté de l'intérieur, faible mais insistante. Nathalie reste. L'infirmière a hoché la tête et m'a fait signe d'entrer. Je me suis glissé dans la chambre, la porte se refermant doucement derrière moi. Les dures lumières fluorescentes avaient été tamisées, laissant la pièce baignée d'une lueur plus douce.
Grand-mère avait l'air petite dans le lit d'hôpital, mais ses yeux étaient vifs alors qu'elle me suivait jusqu'à la chaise à côté d'elle. Elle a tendu la main vers la mienne à nouveau, sa prise plus ferme qu'auparavant. « Ne la laisse pas te briser », murmura-t-elle. Je connais la vérité. J'ai toujours su. Les larmes menaçaient, mais je les ai ravalées, craignant d'ajouter à son inquiétude. « Je veux juste que tu ailles bien, dis-je doucement. » Elle a esquissé un faible sourire, un coin de sa bouche se soulevant. Je me battrai aussi longtemps que je pourrai, mais ce soir m'a montré quelque chose. Sa voix a vacillé, puis s'est rassurée. Les mensonges ne peuvent pas tenir éternellement. J'ai posé légèrement mon front contre sa main, laissant la chaleur de son contact me réconforter. Elle avait toujours été celle qui me voyait, celle qui me rappelait que je n'étais pas invisible. La porte a grincé et Allison s'est glissée tranquillement à l'intérieur. Elle a regardé entre nous, son expression conflictuelle. « Grand-mère, le docteur a dit que vous aviez besoin de dormir. » Grand-mère a fermé les yeux mais n'a pas lâché ma main. « Juste un peu plus longtemps, » murmura-t-elle. Allison s'est rapprochée du lit, baissant la voix. « Je dois le dire, Nathalie. J'ai cru Rebecca quand elle a dit que tu étais trop occupée pour nous. J'aurais dû t'appeler directement. Je suis désolé. » Ces excuses ont eu un poids surprenant. Pendant des années, j'avais souhaité qu'une seule personne reconnaisse m'avoir ignoré, que mon absence n'avait pas été mon choix. « Merci », ai-je murmuré. Allison a cligné des yeux pour retenir ses larmes, puis a regardé grand-mère. « Nous ne pouvons plus laisser Rebecca dicter qui appartient ici. Ce n'est pas juste. » Les yeux de grand-mère se sont rouverts, étincelant de quelque chose de féroce. « Non, ce n'est pas juste. Et quand je serai plus forte, il y aura des changements. » Avant que je puisse demander ce qu'elle entendait par là, l'infirmière est réapparue, insistant sur le fait que grand-mère devait se reposer. Allison et moi sommes partis tranquillement, refermant doucement la porte derrière nous. Dans le couloir, Rebecca attendait, les bras croisés, le menton levé avec défi. « T'a-t-elle dit quelque chose ?» demanda-t-elle, son ton teinté de peur sous l'arrogance. Je l'ai fixé un long moment, la colère bouillonnant en moi. « Elle m'a dit que la vérité compte », dis-je simplement. « C'est suffisant. » Les yeux de Rebecca se sont plissés, mais pour la première fois, elle semblait incertaine, comme si la fondation sur laquelle elle avait bâti son pouvoir commençait à se fissurer. Papa s'est levé lentement, le visage pâle, sa voix. « Nous allons en parler demain, dit-il. Ce soir, c'est pour grand-mère. » Les mots sonnaient comme une trêve, mais je savais que demain apporterait plus que de simples paroles. Quelque chose avait changé, et aucun de nous ne pouvait revenir en arrière. La lumière du matin filtrait à travers les stores de mon petit appartement lorsque mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai attrapé, encore à moitié endormi, et j'ai vu le nom d'Allison clignoter à l'écran. Sa voix est arrivée, urgente et tremblante. « Nathalie, tu dois venir à la maison maintenant. » Je me suis assise instantanément, le cœur battant. Elle a hésité avant de répondre. « Grand-mère est réveillée et elle veut te voir. » Mais Rebecca est là aussi, et les choses deviennent laides. J'étais hors du lit en quelques secondes, enfilant un jean et un pull, les mains tremblantes alors que je prenais mes clés. Le trajet jusqu'à Bois-Joli m'a semblé plus long que jamais. Plus je me rapprochais, plus j'appréhendais le type de tempête qui m'attendait. Quand je suis arrivé, la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Des voix s'échappaient du salon, vives et chauffées. Je suis entré et j'ai figé. Grand-mère était assise droite sur le canapé, toujours pâle, mais alerte, son tube à oxygène en place. Rebecca se tenait près de la cheminée, le visage rouge, tandis que papa et Patricia essayaient sans succès de la calmer. La voix de grand-mère a traversé le chaos. Assez. Tout le monde s'est tu, l'autorité dans son ton, indéniable, même dans son état affaibli. Ses yeux se sont tournés vers moi au moment où je suis entré. « Nathalie, viens t'asseoir à côté de moi. » J'ai obéi, m'asseyant prudemment à côté d'elle. Elle a tendu la main vers la mienne, sa prise étonnamment ferme. Je veux que tout le monde entende ce que je suis sur le point de dire. Rebecca a ricané, croisant les bras. Maman, tu ne réfléchis pas clairement. Grand-mère l'a fixé du regard. Je n'ai jamais été plus lucide. Pendant des années, j'ai cru quand tu me disais que Nathalie était trop occupée ou désintéressée. J'ai cru quand tu disais qu'elle s'était éloignée.
Mais la nuit dernière l'a prouvé le contraire. Tu l'as exclu. Tu nous as tous menti. Le visage de Rebecca est devenu rouge. Je l'ai fait pour le bien de la famille. Elle était une distraction, un rappel des erreurs que nous aurions dû laisser derrière nous. La pièce crépitait de tension. Papa s'est passé une main sur le visage. Rebecca s'est retournée contre lui, sa voix cinglante. C'est toi qui es passé à autre chose si vite après le divorce. Tu voulais une ardoise propre. Je me suis assuré que tu l'aies. Ma poitrine s'est serrée. C'était donc vrai. Elle m'avait effacé parce que je ne correspondais pas à son idée de famille parfaite. Grand-mère a secoué la tête, sa voix assurée. Non, Rebecca. Ce que tu as fait était une question de contrôle. Tu voulais décider qui appartenait et qui n'y appartenait pas. Ce n'est pas ça, la famille. C'est de la cruauté. Bradley s'est avancé depuis le coin où il observait en silence. Je pense qu'il est temps d'admettre que Nathalie mérite la vérité. Toute la vérité. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il a dégluti difficilement, puis m'a regardé. Rebecca a intercepté plus que des invitations. Elle a pris des lettres, des cadeaux, même de l'argent que grand-mère a essayé de t'envoyer au fil des ans. Les mots m'ont frappé comme un coup. Ma gorge s'est fermée et j'ai à peine pu demander « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le visage de grand-mère s'est effondré de chagrin. J'ai essayé de t'aider, ma chérie. J'ai envoyé des chèques pour tes frais de scolarité, des colis, des cartes d'anniversaire. Quand tu n'as jamais répondu, j'ai pensé que tu étais en colère contre moi. Mon estomac s'est tordu en me souvenant des nuits à l'université où je peinais à payer mes livres, les moments où je me passais de chauffage parce que mon salaire couvrait à peine le loyer. Tout cela pendant que grand-mère croyait que je rejetais sa gentillesse. Je me suis tourné vers Rebecca, ma voix basse mais féroce. Comment as-tu pu ? Elle a haussé les épaules, bien que ses yeux aient vacillé d'une pointe de culpabilité. Tu t'en es sorti sans ça. Regarde-toi maintenant. La pure audace de ces paroles m'a fait trembler de rage. M'en sortir sans ça. J'ai failli tout perdre en essayant de survivre. Allison a pris la parole alors, son ton cinglant. C'est de la fraude, Rebecca. Voler le courrier, encaisser des chèques. C'est un crime. La pièce est tombée dans le silence à ces mots. Le visage de Rebecca est devenu pâle. Tu ne te retournerais pas contre ton propre sang, a-t-elle murmuré. La voix de grand-mère a coupé à nouveau, tremblante mais résolue. Tu t'es retourné contre nous la première. Papa a redressé sa mâchoire, serrée. Rebecca, pars. Un instant, elle a regardé autour de la pièce, cherchant un allié, mais n'en a trouvé aucun. Même Patricia évitait son regard. Finalement, avec un ricanement et une malédiction murmurée, elle a attrapé son manteau et s'est précipitée dehors, le claquement de la porte d'entrée secouant les murs. Le silence qui a suivi était lourd. Je suis restée assise, stupéfaite, tenant toujours la main de grand-mère. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as perdu à cause de cela. J'ai secoué la tête, mes propres larmes coulant. Ce n'était pas ta faute. Papa s'est laissé tomber sur le fauteuil en face de nous. Son visage semblait plus vieux, sillonné de regrets. Je t'ai aussi laissé tomber, Nathalie. J'aurais dû remettre les choses en question. J'aurais dû prendre de tes nouvelles plus souvent. Je me suis permis de croire l'histoire facile au lieu de la dure vérité. Entendre son aveu a fait exploser quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais attendu une reconnaissance, que quelqu'un voie enfin à quel point j'avais été profondément blessé. Et maintenant, assise dans ce salon avec la faible odeur de pain des sapins de Noël toujours persistante, j'ai ressenti le poids à la fois du chagrin et du soulagement. Allison s'est penchée. Nathalie, nous voulons que tu reviennes. Plus de secrets. Plus de mensonges. Bradley a hoché la tête. Tu appartiens ici autant que nous tous. J'ai essuyé mes joues, ma voix instable. Je ne sais pas si je peux simplement oublier tout ce qui s'est passé. Grand-mère m'a serré la main. Tu n'as pas à oublier. Tu dois juste décider si tu veux avancer. L'horloge sur la cheminée a sonné doucement, marquant l'heure tardive du matin. Dehors, la neige a recommencé à tomber, recouvrant la rue d'un blanc silencieux. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'il y avait peut-être un chemin vers quelque chose de mieux.
Mais je savais aussi que Rebecca ne lâcherait pas prise si facilement. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé devant le centre communautaire de la Rive à nouveau. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Papa était à mes côtés, les mains maladroitement dans les poches de son manteau de laine, tandis qu'Allison et Bradley portaient des plateaux de nourriture préparés par Patricia. Grand-mère a insisté pour venir aussi, malgré l'ordre de son médecin de se reposer, et elle était assise dans son fauteuil roulant avec une couverture tricotée sur ses genoux, ses yeux brillants de détermination. Le centre semblait différent à la lumière du jour. La neige avait été dégagée de l'allée, et les dessins d'enfants épinglés aux fenêtres frétillaient légèrement dans la brise lorsque nous sommes entrés. Rachel m'a repéré immédiatement et s'est précipitée, son sourire s'élargissant lorsqu'elle a vu toute la famille derrière moi. « Tu es revenu » dit-elle chaleureusement. « Et tu as amené une armée. » J'ai ri, sentant une vague de fierté. « Voici ma famille. Ils voulaient t'aider. » Les yeux de Rachel se sont adoucis. Nous avons passé la matinée à déballer la vaisselle, à disposer les tables et à servir des repas. Je me déplaçais facilement dans la foule, saluant les gens que j'avais rencontrés à Noël. Harold a levé sa tasse de café en signe de salutation, et Lily m'a présenté son petit garçon, qui s'accrochait timidement à sa jambe. Papa transportait des plateaux de la cuisine sans se plaindre, le visage rouge d'effort, mais illuminé par une résolution tranquille. À un moment donné, j'ai vu grand-mère le regarder, ses lèvres pincées dans une expression mi-chagrin, mi-fierté. Elle m'a fait signe de venir. « Il essaie » dit-elle doucement. « Peut-être pas de la manière dont tu en avais besoin auparavant, mais il essaie maintenant. » J'ai hoché la tête, ma poitrine se serrant. Je voulais le croire. Je voulais que ce soit suffisant. Plus tard dans l'après-midi, Rachel m'a appelé à part. « Nathalie, accepterais-tu de dire quelques mots à tout le monde ? Juste quelque chose sur ce que cette journée signifie pour toi. M. » Mon cœur a tambouriné. Je n'avais jamais été à l'aise de parler en public. Mais j'ai regardé autour de la pièce pleine d'étrangers qui étaient devenus quelque chose de plus, et avec ma famille qui se tenait enfin à mes côtés. J'ai pris une profonde inspiration. Je leur ai parlé de la douleur d'être repoussé, des cadeaux que j'avais apportés et qui se retrouvaient ici à la place, et de la grâce inattendue que j'avais trouvée dans cet endroit. J'ai parlé de seconde chance, de l'appartenance, et de la façon dont la famille pouvait être choisie autant qu'elle pouvait être donnée. Ma voix a vacillé mais est devenue plus assurée lorsque j'ai vu des gens hocher la tête, leurs yeux reflétant des morceaux de mon propre parcours. Quand j'ai terminé, la pièce a éclaté en applaudissements doux. Les yeux de grand-mère brillaient de larmes. Allison m'a serré l'épaule. Et même papa semblait humble. Sa tête s'est légèrement inclinée comme si le poids de la vérité s'était enfin déposé sur lui. Après la fin de l'événement, nous sommes restés pour aider au nettoyage. Patricia m'a surprise en suggérant de faire du centre une partie de notre tradition des fêtes. Ils nous ont tant apporté de perspectives, dit-elle. Cela semble juste de redonner. J'ai étudié son visage, cherchant l'insincérité, mais n'en ai trouvé aucune. Peut-être qu'elle aussi avait été prise dans l'ombre de Rebecca toutes ces années. Sur le chemin du retour à la maison de papa, la conversation a porté sur des questions pratiques. Allison a suggéré de créer un nouveau système de communication familiale, un qui ne repose sur aucune personne en particulier. Bradley s'est offert pour mettre en place un calendrier partagé en ligne. Papa a accepté avec empressement et même Patricia a ajouté qu'elle voulait en faire partie. Grand-mère écoutait silencieusement, sa main posée sur la mienne, sa présence, un rappel constant que le changement était possible. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Sophie. « Comment ça s'est passé ?» J'ai envoyé une photo de nous au centre, souriant maladroitement mais sincèrement, elle a répondu presque instantanément. « On dirait un nouveau chapitre, Audrey. » Les mots m'ont fait m'arrêter. Un nouveau chapitre. C'était ce que ça semblait être. Pas une fin parfaite, pas une réunion de contes de fées, mais le début fragile de quelque chose de différent. Mais au fond, je savais que l'ombre de Rebecca planait toujours. Elle avait quitté la maison furieuse et n'avait parlé à personne depuis. Une partie de moi craignait son silence plus que ses mots. Alors que je me tenais près de la fenêtre cette nuit-là, regardant la rue enneigée, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité avant d'ouvrir le message. « Tu crois avoir gagné, Nathalie. Mais ce n'est pas fini.
Le message m'a brûlé la main tandis que je fixais l'écran, mon estomac se serrant. J'ai lu les mots encore et encore, espérant les avoir imaginés, mais ils sont restés les mêmes, tranchants et amers. Tu crois avoir gagné, Nathalie. Mais ce n'est pas fini. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le silence de mon appartement pesant sur moi. Mon premier réflexe fut la peur. Puis la colère a suivi, chaude et lourde dans ma poitrine. Rebecca m'avait déjà appris tant de choses. Je n'allais pas la laisser voler ma paix aussi. Le lendemain matin, j'ai appelé Allison. Je lui ai parlé du message, ma voix tremblante malgré tous mes efforts. Il y eut une pause, puis elle parla fermement. Nathalie, sauvegarde ce message. Si elle essaie autre chose, nous aurons une preuve. Son calme et sa fermeté m'ont ancré. J'ai promis que je le ferai. Pendant des jours, je m'attendais à ce que Rebecca se présente à ma porte ou provoque une scène chez papa, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, son silence s'est prolongé. Dans cet espace, ma famille a commencé à guérir. Grand-mère est sortie de l'hôpital et est venue rester chez Allison pendant quelques semaines. Je lui ai rendu visite presque tous les jours. Nous nous asseyions à sa table de cuisine buvant du thé pendant qu'elle me racontait des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant, sur son enfance au Kansas, sur la première maison qu'elle avait achetée avec papy, sur l'éducation de papa et Rebecca. Entendre la plénitude de sa vie m'a fait réaliser à quel point j'avais manqué en étant exclu. Un samedi enneigé, papa m'a invité à dîner. Quand je suis arrivé, la table était déjà mise avec des assiettes dépareillées et des bougies que Patricia avait allumées. Bradley aidait dans la cuisine, et Allison avait apporté une tarte. Cela semblait différent, plus détendu que les réunions rigides de mon enfance. Quand papa m'a demandé de découper le rôti, ma gorge s'est serrée d'une émotion inattendue. C'était une chose si simple, mais cela ressemblait à de l'appartenance. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous attardions autour du dessert, grand-mère s'éclaircit la gorge. « Je veux que nous soyons clairs ce soir, dit-elle, sa voix assurée. Personne dans cette famille ne sera plus jamais exclu. Si nous avons des problèmes, nous les traitons directement. Plus de secrets, plus de murmures. » Tout le monde a hoché la tête. J'ai regardé autour de la table les visages des personnes qui m'avaient blessé, ignoré, mais qui commençaient enfin à changer. Je me sentais à la fois prudente et pleine d'espoir. 2 semaines plus tard, je suis retourné au centre communautaire. Cette fois, avec toute ma famille. Nous avons servi des repas, joué à des jeux de société avec les enfants et écouté les histoires de personnes qui nous rappelaient à quoi ressemblait la résilience. Papa a même promis un don qui couvrirait les repas pour l'année à venir. Le regarder serrer la main d'Harold et rire avec le petit garçon de Lily m'a rempli de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la fierté. Le soir du Nouvel An, j'ai organisé une petite réunion dans mon appartement. Grand-mère était assise dans son fauteuil préféré enveloppé dans une couverture que j'avais tricotée il y a des années. Allison et Bradley avaient apporté des collations. Patricia avait préparé sa célèbre trempette aux épinards. Et papa m'aidait à accrocher des guirlandes lumineuses autour du salon. Sophie est arrivée la dernière, les bras pleins de cidre pétillant, son sourire aussi éclatant que jamais. Alors que minuit approchait, nous nous sommes rassemblés près de la fenêtre pour regarder les feux d'artifice éclore sur l'horizon de la ville. L'air bourdonnait de chaleur et de rire. Grand-mère a levé son verre de cidre. À la seconde chance, dit-elle, à la famille retrouvée. J'ai regardé autour de moi les visages illuminés par l'éclat des feux d'artifice, le mélange d'anciens et de nouveaux liens se formant dans mon petit appartement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entière. L'ombre de Rebecca persistait en arrière-plan de mes pensées, mais je savais que je n'étais plus cette fille assise dans une voiture devant la maison, sanglotant seule. J'avais trouvé ma voie, ma place et une communauté qui m'accueillait. Quoi qu'il arrive ensuite, je y ferai face avec force. Alors que l'horloge sonnait minuit, Sophie m'a serré la main. « Cette année va être différente », a-t-elle murmuré. J'ai cru ce qu'elle disait.